Au commencement de toute démarche spirituelle, entre guillemets, il y a un mouvement sincère, une aspiration à comprendre, à sortir de la confusion, à apaiser une forme d'insatisfaction profonde. Et cet élan est naturel. Il peut même être perçu comme nécessaire. Alors on s'engage, on médite, on lit des textes, on écoute des enseignements, on rencontre des pratiquants, des co-disciples. Et peu à peu, un nouveau paysage intérieur prend forme, une nouvelle identité apparaît, celle de quelqu'un qui est en chemin. On se reconnaît comme pratiquant, comme chercheur, comme disciple. Et, sans s'en apercevoir, une nouvelle image de soi se met en place, plus valorisante, mais toujours centrée sur un moi, sur l'illusion d'un moi. Et ce moi ne disparaît pas dans la pratique. C'est tout le contraire. Il se transforme, il devient plus discret, plus sophistiqué. Il parle de vacuité, de lâcher prise, en tout cas au niveau conceptuel. Il parle de non-attachement, de karma, mais derrière ces mots, il demeure intact. Il y a toujours un moi. Il s'approprie même ces notions pour se renforcer. Ainsi, au lieu de se dissoudre, il se spiritualise. Il devient un moi en voie d'éveil, très respecté, ce qui a une autre valeur, une autre allure du point de vue social. Et cette transformation subtile est particulièrement difficile à déceler, car il n'y a que le moi qui pourrait la déceler, car elle s'accompagne d'un sentiment de justesse et d'approfondissement. La recherche spirituelle peut alors se muter en accumulation de sagesse, de savoir, de connaissances, en accumulation d'expériences, d'états intérieurs ou de compréhension. On va se souvenir d'une méditation plus profonde, d'un moment de silence ou de paix plus intense, ou d'une sensation d'unité. Et ces souvenirs deviennent des repères, les nouveaux repères. On les compare aux repères des autres. On les évalue, on les revendique intérieurement dans une hiérarchie implicite entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui ont vu et ceux qui n'ont pas encore vu. Mais en fait, même le désir d'humilité peut devenir un repère et une stratégie du moi. Dire par exemple « je ne suis rien »,« je suis un bon à rien » est encore une manière de s'affirmer. Et à mesure que cette dynamique devient visible, devient exposée, une forme de fatigue peut apparaître. Une forme de lassitude peut apparaître. On se lasse de ce qui est faux, mais jamais de ce qui est neuf. Non pas une lassitude superficielle, mais une usure désabusée devant cette mécanique répétitive.
on commence à percevoir que chaque effort pour avancer renforce l'illusion de celui qui fait l'effort. Chaque tentative d'atteindre quelque chose crée une distanciation avec ce qui est déjà là. Il vaudrait mieux ne rien faire, mais ce serait sombrer dans le nihilisme. Cette découverte n'est pas confortable et ce n'est pas le zen. Le zen n'est pas le nihilisme. Cette découverte peut même être déstabilisante car elle remet en question tout le parcours accompli et débouche sur un espace où l'on ne sait plus très bien quoi faire. On manque de panneaux indicateurs de direction. Mais c'est alors que surgit une autre possibilité, radicale celle-là. Cesser toute initiative. Non pas par découragement, mais comme la conséquence naturelle de cette compréhension. Cesser d'attendre des panneaux indicateurs de direction. Cesser de chercher à devenir, cesser de vouloir progresser, cesser même de vouloir comprendre. Cela ne signifie pas tomber dans la passivité ou dans l'indifférence, cela signifie simplement que le mouvement du vouloir, que ce mouvement de vouloir, de devenir, ce mouvement du projet ou d'avoir un projet prend fin. Il n'est plus alimenté et donc il se tait naturellement. Dans cette nouvelle perspective, même les projets les plus respectables peuvent être interrogés. Par exemple, on peut créer un centre zen. On peut transmettre un enseignement, organiser une pratique collective, donner des coussins sur YouTube. Ces actions peuvent paraître généreuses et utiles, et elles le sont peut-être à un certain niveau, mais il est important de voir ce qui les motive réellement. Est-ce une expression libre et sans centre, ou bien une manière plus subtile de prolonger le moi, de lui donner une forme et une continuité, de le raffermir en quelque sorte. Dès qu'il y a un projet personnel, une intention de laisser une trace, le moi n'est jamais loin. Le zen en lui-même ne peut pas être saisi ni représenté. Dès qu'on cherche à le définir ou à le montrer ou à le transmettre comme un objet, il échappe, il disparaît, il s'évapore. Le mot zen est déjà une abstraction. Il désigne quelque chose qui ne peut pas être contenu dans un mot. Et de la même manière, parler d'illumination revient à la conceptualiser. L'illumination devient alors une idée, un but, un objet à atteindre ou à accumuler. Et ce mouvement d'objectivation éloigne de ce qui est fondamentalement sans objet. Il ne s'agit pas de rejeter les mots ou les enseignements qui sont des indications provisoires, parfois utiles, mais ils ne doivent pas être confondus avec la réalité qu'ils évoquent ou qu'ils décrivent. Le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Si l'on s'attache au doigt, on ne voit jamais la lune.
De même, si l'on s'attache au concept de zen, on ne rencontre jamais ce qu'il désigne. Il y a là une inversion subtile, mais essentielle. Lorsque toute tentative de saisir, de comprendre ou de manifester s'apaise, quelque chose d'extrêmement simple demeure. Ce qui reste est extrêmement simple. Rien de spectaculaire. Rien qui puisse être revendiqué par qui que ce soit. Il n'y a plus de centre à partir duquel l'expérience serait appropriée par l'un ou par l'autre. Il n'y a plus quelqu'un, il y a simplement ce qui est, sans commentaire et sans appropriation. Une forme de présence nue qui ne dépend d'aucune construction mentale. Dans cet espace, le mot zen lui-même devient inutile. Il n'a plus de fonction. Il tombe comme une feuille morte, comme une étiquette devenue superflue. Et il en va de même pour toutes les notions accumulées. Elles peuvent subsister comme outils, c'est ce qu'on disait la dernière fois, mais elles ne sont plus prises au sérieux. Elles n'ont plus le pouvoir de définir quoi que ce soit. Ce qui reste ne peut pas être nommé, étiqueté. Et c'est précisément pour cela qu'il est libre. Paradoxalement, c'est dans cette absence de volonté que l'action peut redevenir juste, non pas comme le résultat d'un choix réfléchi ou d'un projet, mais comme une réponse immédiate à la situation. Il peut y avoir des paroles, des gestes, des rencontres, mais elles ne sont pas motivées par le désir de transmettre ou de démontrer ou d'expliquer quoi que ce soit. Ces paroles surgissent sans intention centrale. Elles ne laissent pas de traces psychologiques. Et donc, renoncer à la recherche ne signifie pas renoncer à la vérité. Mais c'est en renonçant à la recherche qu'on se trouve déjà dans la vérité. C'est quand on renonce à rechercher qu'on se trouve déjà dans la vérité. Toute recherche crée un obstacle. Renoncer à rechercher signifie que l'on a renoncé à l'idée de construire mentalement un quelqu'un pour posséder ou atteindre la vérité. Abandonner toute initiative ne signifie pas cesser de vivre, mais cesser de vivre à partir d'un centre imaginaire. Ne plus vouloir manifester le zen ne signifie pas le nier, mais reconnaître qu'il ne peut pas être objectivé sans risquer d'être perdu. L'objectivation crée l'obstacle et ne permet pas de voir. Et au terme de ce retournement mental, il n'y a plus de chemin au sens habituel. Il n'y a plus de progression, plus d'objectif. Le chercheur lui-même disparaît en tant que référence centrale. Ce qui demeure ne peut pas être qualifié.
c'est à la fois ordinaire et en même temps insaisissable. Rien n'a été acquis et pourtant rien ne manque. Il n'y a alors ni illumination à atteindre, ni ignorance à éliminer. Ces opposés perdent leur sens, car ils appartiennent à la structure mentale qui s'est elle-même dissoute et qui ne fonctionnait que par des opposés. Ce qui est là ne dépend d'aucune condition particulière, ne commence pas et ne finit pas, et surtout n'appartient à personne. Alors on pourrait dire en conclusion que la véritable compréhension commence là où toute recherche s'arrête. Non pas que l'on ait trouvé quelque chose, mais parce que celui qui cherchait n'est plus au centre. Alors dans ce silence sans propriétaire, la vie se déploie librement, d'elle-même. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de forme fixe, elle n'a pas d'intention. Et dans cette absence de manifestation, eh bien, ce qui est simplement ce qui est sans autre forme de procès.